Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. En ce mois d'août 2022, le mois des nuits des étoiles, voici les événements que je vous conseille d'observer. Uranus se trouve à moins d'1,5 degré de Mars le 2, Saturne est à l'opposition le 14, la Lune en quartier forme un triangle avec Mars et les Pléiades le 19, Vesta est à l'opposition le 23 et Vénus se lève en même temps que la Lune semblable à une barque le 26. Pour commenter ces événements, Cyril Birnbaum de la Cité des Sciences à Paris et Sébastien Fontaine de l'Univers dans la Manche m'accompagneront comme chaque mois et vous pourrez découvrir leurs chroniques habituelles et leurs coups de cœur en fin d'émission. Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors Sébastien, nous démarrons tout de suite avec votre chronique mensuelle qui est consacrée à l'histoire de l'astronomie. Vous allez, je crois, nous parler de la course des planètes ce mois-ci, c'est bien ça ? Oui, un petit peu. En fait, vous savez que la planète Mars est visible depuis déjà plusieurs mois. On en parle régulièrement dans ces chroniques. Et puis, on se dirige tout doucement vers l'opposition qui aura lieu au début du mois de décembre. Et bien sûr, dans les semaines à venir, l'observation de la boucle de rétrogradation de Mars va être possible. Vous savez que, comme pour toutes les planètes, Mars, tous les 2 ans, va nous présenter un drôle de parcours dans le ciel. Elle se trouvera toujours dans le zodiaque, je vous rassure. Mais tandis qu'elle se déplace lentement au travers les constellations zodiacales, d'ici quelques semaines, elle va sembler ralentir sa progression, faire demi-tour durant quelques semaines, et puis au terme d'un petit demi-tour, elle repartira dans le premier sens, et elle aura décrit une espèce de boucle dans le ciel, une boucle qui est donc déjà assez facile à suivre, et je pense qu'on en reparlera dans les semaines à venir, mais surtout c'est une boucle qui me fait penser à l'histoire de son interprétation, parce que c'est un phénomène qui avait été observé très tôt dans l'histoire, dès la Grèce antique, on observait ce phénomène, et on a eu bien du mal à l'expliquer, surtout en gardant les postulats édités par Aristote. Vous connaissez Aristote, on est au IVe siècle avant Jésus-Christ, et Aristote va poser 3 grands principes qui vont perdurer pendant 1500 ans. Au moins. Et les principes, je vous les rappelle, c'est le géocentrisme. Déjà, la Terre est immobile, occupe le centre d'un univers sphérique. Son deuxième principe, c'est le monde qui est divisé en 2 régions, avec le monde sublunaire, où les choses changent, ça veut dire c'est ce qui se passe en gros sous la Lune. Et puis le monde supralunaire, où rien ne se passe, c'est l'éternité, et le monde est parfait, c'est le monde des étoiles. Et puis il y a un 3e principe dans l'esprit d'Aristote, c'est que dans le monde supralunaire, les mouvements sont circulaires et uniformes. Et ça, c'est difficile à tenir comme postulat quand on observe Mars qui fait des demi-tours parmi les étoiles. Et donc, en gardant ces grands principes d'Aristote, certains scientifiques, certains savants, devrais-je dire, de l'Antiquité, vont malgré tout inventer des systèmes qui sauvent les apparences, et avec un jeu de géométrie, de petites mécaniques, ils vont réussir à expliquer ces drôles de mouvements de Mars dans le ciel. Et je pense en premier lieu à l'astronome grec Apollonius de Perge. C'est quelqu'un qui a vécu au 2e et 3e siècle avant Jésus-Christ, et c'est, semble-t-il, le premier à comprendre les mouvements planétaires, et donc en particulier les rétrogradations, et il explique ce phénomène par la combinaison de cercles non concentriques qui, imbriqués les uns dans les autres, entraînent les planètes sur des mouvements assez curieux. On parle d'épicycles et de déférents. Les auditeurs intéressés iront voir peut-être sur Internet ou des schémas qu'on publie régulièrement dans les pages de Ciel et Espace pour bien comprendre le mécanisme. Mais c'est intéressant de voir que on réfléchit très tôt dans l'histoire à des systèmes géométriques qui tentent de rendre compte finalement d'observations
Alors, quelques siècles plus tard, après Apollonius de Perge, on a Ptolémée et son Almageste. Donc là, on est plutôt au IIe siècle après Jésus-Christ. Ptolémée va vraiment rédiger l'Almageste. C'est une espèce de grande compilation scientifique du savoir grec, du savoir antique. Et donc, il va perfectionner un petit peu le système d'interprétation des rétrogradations avec justement les épicycles et les déférents. Et donc, voilà, plusieurs astronomes après lui encore vont aller encore plus loin dans les explications, et on va se rendre compte que les théories développées par ces astronomes de l'Antiquité ne collent jamais exactement avec les observations. Il va vraiment falloir attendre 1543, et là vous le voyez venir, Copernic, et quand Copernic va présenter son héliocentrisme, il va pouvoir expliquer de manière tout à fait élégante et très simple ces phénomènes de rétrogradation. Et donc dans le système copernicien, vous avez quand la Terre qui est plus proche du Soleil et qui donc orbite plus vite autour de l'étoile rattrape la planète Mars, celle-ci, vue depuis la Terre toujours, semble changer temporairement de sens et avant de repartir dans le sens initial, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et donc une fois que le dépassement est effectué, la planète reprend sa course normale. Alors, c'est une explication qui est beaucoup plus simple, et voilà, c'est quelque chose que moi, je vous invite à voir. Donc, vous observez un petit peu Mars, là, à partir de maintenant, vous allez la voir se déplacer tout doucement devant les étoiles. Son déplacement réel est parfaitement mesurable au terme de quelques soirées, quelques semaines d'observation. Et puis, quand la boucle de rétrogradation commencera, vous vous plongez dans Apollonius de Perge, dans Ptolémée, dans Copernic, et puis vous refaites la théorie du mouvement de Mars. Très bien, merci beaucoup. C'est intéressant de comprendre effectivement comment l'histoire de l'astronomie est inscrite en fait dans le ballet des planètes. Et justement, le ballet des planètes, on enchaîne avec la première observation qui concerne Uranus. Le 2 août, elle sera à moins d'1,5 degré de Mars, justement, dont on vient de parler. Sébastien, c'est l'occasion de repérer Uranus, peut-être cette proximité le 2 août. Oui. Ah oui, c'est salutaire. Alors bon, tout le monde sait que Uranus est prétendument visible à l'œil nu. Encore une fois, je le répète, moi je n'ai jamais réussi à la voir à l'œil nu. J'en commencé il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une planète découverte en 1781 par William Herschel, et donc c'est la première planète pour laquelle on connaît vraiment le découvreur. Je vous rappelle que jusqu'à Uranus, toutes les autres planètes visibles à l'œil nu, donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, on les connaît depuis la nuit des temps, et donc c'est par l'observation instrumentale qu'Uranus est donc découverte au XVIIIe siècle. Et donc là, pour la mettre en évidence, elle dont la magnitude est vraiment à la limite de ce que l'œil peut nous montrer, la planète Mars peut nous aider. Donc là, début du mois d'août, Uranus se trouvera, vous l'avez dit, à 1 degré au-dessus de la planète Mars. 1 degré, ça veut dire 2 diamètres lunaires, donc c'est pas très loin, avec une paire de jumelles. Vous pouvez tenter de percevoir Uranus, une paire de jumelles, et puis aussi une carte du ciel, numérique ou papier, de manière à ne pas confondre Uranus avec une étoile, parce que dans une paire de jumelles d'Uranus, vous ne verrez qu'un petit point. N'est-ce pas ? Pour voir sa coloration, il va falloir utiliser un instrument d'observation. Une lunette de 60 permet de voir un petit peu une teinte légèrement verdâtre, bleutée, mais c'est vraiment avec un télescope de 200 mm. Aujourd'hui, l'initiation, c'est vraiment avec un 200 mm qu'elle se fait. Et donc, avec un 200 mm, vous commencez à voir clairement le disque planétaire avec ce bleu pâle magnifique, surtout quand il se détache comme ça du noir du ciel. Et ce qui est très chouette, c'est que vous avez Uranus avec sa couleur bleu pâle, et puis Mars juste en dessous avec sa teinte carrément ocre. Et donc ça nous montre que le ciel est fortement coloré. Donc ça, c'est plutôt une belle observation à entreprendre. Voilà, donc Mars peut vous aider à trouver Uranus. Tout ça se passe non loin de la constellation du Taureau. En gros, vous êtes au sud des Pléiades. Est-ce que Uranus peut être, qui possède des satellites, est-ce que les satellites d'Uranus sont visibles dans un instrument d'astronomie amateur ? Alors, il faut vraiment un très très gros instrument. Moi, j'ai jamais tenté le coup. Pourtant, même quand j'ai eu des télescopes importants, je me suis jamais vraiment amusé à chercher les satellites. Les premiers qui ont été découverts aussi par Herschel, c'est Titania et Oberon. Je crois pas qu'il en ait découvert d'autres, mais il faudra vérifier. Enfin, si je dis une bêtise, je fais confiance aux auditeurs pour encore une fois me rappeler que je dis des bêtises. Ça m'arrive souvent. Non, c'est pas vrai. Cas, ça n'arrive pas si souvent que ça. Pas du tout. Ah, quand même. Donc voilà. Donc ces deux lunes, ne sont clairement pas accessibles avec du matériel lambda.
si vous voulez. Donc on se En tout cas, pas en visuel. Voilà, en faisant de la photo, ok, mais en visuel, avec votre 200, vous n'arriverez pas à voir ces deux satellites. On se concentrera donc sur la belle couleur d'Uranus. On passe au 14 et c'est l'événement du mois, je pense. Saturne est à l'opposition. Août, c'est vraiment la meilleure période pour l'observer, Cyril. Alors pourquoi on s'attarde sur Saturne ce mois-ci ? Elle est au plus près de la Terre. Elle est au plus près de la Terre. Bon, elle sera un petit peu basse sur l'horizon. Son diamètre apparent est de 18 secondes. Et puis, c'est surtout, elle est au moment du passage au méridien, elle est au plus haut, donc vers un petit peu avant minuit. Là. Donc, elle est à 9 unités astronomiques, 9 fois la distance Terre-Soleil. Et vous allez voir dessus les anneaux. Vous allez voir éventuellement des petites structures selon la taille de votre instrument sur le disque planétaire, et vous pourrez voir des structures aussi sur les anneaux, ces divisions, en fait la division de Cassini, la division de Encke éventuellement, qui se dessinent comme des bandes sombres en fait, des bandes très très sombres. Alors la division de Cassini, elle se voit assez facilement parce qu'elle découpe en deux en fait ces anneaux. On a l'impression d'avoir deux morceaux d'anneaux, et l'autre division de Encke, on la voit plutôt sur les bords, très très proche des bords. Vous avez deux petits traits, deux petites oreilles noires en fait sur les bords. Autre chose à voir qui est assez amusant en fait, c'est l'ombre de la planète qui est projetée sur les anneaux à l'arrière. Donc ça, c'est assez chouette à observer. Qui semble couper les anneaux un petit peu. Mais là, il faut quand même un télescope. C'est au Massico. Au Massico, carrément. il faut quand même. Vous allez encore me dire qu'il faut un 200 mm. Oui, là, j'ai peur que c'est pas mal 200. Alors, moi, j'ai déjà regardé avec une petite lunette, mais une très très bonne de, je crois, 67 ou 68, donc un peu moins de 70. On voit bien, mais c'était une très très belle lunette, très très onéreuse. Mais c'est vrai qu'avec un Schmidt Cassegrain de 20 cm ou les Dobson de 20 cm, là, c'est un vrai régal. Vous pouvez rester un bon moment. En plus, vous commencez à voir aussi les satellites. Vous verrez Titan sans problème. Titan, elle est est un satellite qui est plus gros que la Lune. Il doit faire 5000 km de diamètre. Donc là, vous pouvez vous amuser avec une application à repérer aussi ces satellites. Et si vous avez... en théorie, alors je sais pas, on demandera à Sébastien aussi après, mais en théorie, avec un 150 mm, vous commencez à repérer aussi les autres satellites, c'est-à-dire que vous pouvez voir Titan, Rhea, Japet, Dionée et Thétis. Ça, on les voit avec un 20 cm. J'imagine que, dans la littérature, on dit à partir de 150. Donc, si vous avez un bon ciel, pas trop de brume sur l'horizon aussi, c'est surtout ça, vous devriez pouvoir les observer. Par contre, la difficulté, c'est que la planète, elle est aussi devant un ciel étoilé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre une étoile qui serait dans un second plan avec ces satellites qui tournent autour de Saturne. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir une petite application sur son smartphone ou d'avoir sorti Stellarium pour vérifier. Ou autre solution, c'est de réobserver le lendemain en ayant dessiné et positionné les satellites pour voir si ça a bougé. Si ça a bougé, ce sont les satellites. Il faut se presser de regarder les anneaux parce que je crois qu'ils sont en train de se refermer. Oui. C'est-à-dire que l'inclinaison, vous savez, donc la planète tourne en 30 ans, un peu moins de 30 ans autour du Soleil. Et il faut imaginer... que cette planète a un plan équatorial, comme la Terre. Quand on prolonge le plan équatorial de la planète, on tombe sur les anneaux. Donc vous avez vraiment un disque vinyle qui coupe la planète en deux. Et ce disque, en fait, quand il tourne autour du Soleil, il pivote comme la Terre pivote. Oui, parce ça que donne Saturne, les saisons. Saturne est inclinée sur son axe, sur son plan de révolution. Et l'inclinaison est de 27 degrés, c'est-à-dire qu'elle nous montre un angle, quand les anneaux, on dit, sont ouverts, donc l'ouverture la plus grande des anneaux, c'est 27 degrés. En 30 ans, ça veut dire en gros, on a l'habitude de dire tous les 15 ans, donc vous retrouvez les anneaux ouverts à 27 degrés. Sur la tranche, voilà, déjà sur la tranche. Et ce qui se passe, c'est que donc c'était en 2017 que les anneaux étaient à 27 degrés, le plus ouvert possible. Ils seront sur la tranche, donc ça c'est assez amusant à observer, si vous l'avez jamais vu, c'est magnifique. Donc c'est magnifique, c'est assez étrange, c'est-à-dire
on a tellement l'habitude de voir Saturne en photo avec des anneaux magnifiques que quand on voit juste un trait horizontal, on comprend pas très bien au début. Donc ça sera en 2025, donc dans 3 ans. Et là, on est à peu près à 15 degrés, c'est-à-dire que c'est ouvert à 15 degrés. Et si on avait observé Saturne en début d'année, ça serait à peu près 17 degrés. Et en fin d'année, là en décembre, si vous l'observez, elle sera à 13 degrés. Voilà. Donc c'est en train de surfer. On a encore quelques années, mais profitez-en si vous voulez observer les anneaux de Saturne. On passe à l'événement du 19. Le 19, la Lune, Mars et les Pléiades forment un joli triangle. C'est une observation à faire à l'œil nu, j'imagine, Sébastien. Ouais, exactement. Alors avant de revenir sur cette belle triple observation, vous avez évoqué Mars. Tout à l'heure, on a parlé d'Uranus. Et là, c'est intéressant parce que le 19, la distance Mars-Uranus se sera considérablement allongée. Donc, si les gens ont regardé Uranus au début du mois, rappelez-vous, on était à 1 degré de distance angulaire entre Uranus et Mars. Et bien là, même pas 2 semaines après, un peu plus de 2 semaines après, on est à 10 degrés d'écart. Donc, ça vous montre à quel point les planètes se déplacent vite. Ça, j'aime bien toujours mettre ça en exergue. Et en l'occurrence, c'est Mars qui a beaucoup bougé. Oui, tout à fait. Ouais. Effectivement, Uranus aura bougé, mais très très peu. Mars, là, effectivement, les gens peuvent s'amuser à faire le calcul d'ailleurs du déplacement quotidien de Mars sur le fond du ciel. En tout cas, le 19, il y a cette triple rencontre, donc Lune, Mars, Pléiades, qui forment un triangle quasiment équilatéral, puisque les corps seront distants chacun d'environ 5 degrés. Donc la Lune est en dernier quartier, donc elle est encore un peu éblouissante, mais malgré tout, ça ne va pas nous empêcher de bien voir l'amas des Pléiades, donc ce groupe d'étoiles que vous connaissez, des étoiles relativement jeunes. Les plus jeunes de ces étoiles ont une vingtaine, une trentaine de millions d'années d'existence seulement, comparé aux 5 milliards du Soleil, c'est pas grand-chose. Et donc dans le champ d'une paire de jumelles, vous allez pouvoir observer les Pléiades, la planète Mars aussi, la Lune, pourquoi pas, si vous observez un petit peu sur la droite de Mars, mais une Lune un petit peu éblouissante à cause de sa phase assez imposante quand même. Donc vous jouez. Voilà, donc le 19, joli rapprochement, Lune, Mars, Pléiades dans la constellation du Taureau, bien entendu. À l'œil nu. On passe au 23. Le 23, Vesta est à l'opposition. Alors on a parlé de l'opposition de Saturne le 14. Cyril, cette fois-ci c'est Vesta. Alors Vesta, c'est quoi d'abord? C'est un astéroïde? Oui, enfin c'est une déesse déjà, c'est une déesse romaine déjà, mais c'est aussi un astéroïde. Pour nous. Voilà, pour nous c'est effectivement un astéroïde. Alors c'est pas n'importe quel astéroïde, c'est un gros astéroïde, il fait un peu plus de 500 km de diamètre, donc c'est une comment c'est le deuxième plus gros d'ailleurs. Oui, c'est le deuxième. Oui, c'est ça. C'est le 4e qui a été découvert, le 2e plus gros, et c'est quasiment une planète naine en fait. C'est plus de 500 km là. Il a été visité, visité entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une sonde en 2011, la sonde Dawn, qui est allée prendre des photos. Donc on a des images de ce satellite. C'est une sorte de patate bien circulaire avec des bosses en fait, ce qu'on peut voir. Alors par contre aux jumelles ça va être plus petit. Ça sera plus petit. Oui. Forcément, ça va rester un petit point. Et pas simple à trouver quand même. C'est un challenge là. C'est bien une 2e étoile de la FA là. Voire une 3e étoile. Alors pourquoi c'est pas si simple? Parce que en fait c'est une zone qu'on connaît pas beaucoup. C'est-à-dire que ça va être les poissons australes. Ah oui. Donc il n'y a pas beaucoup de repères, c'est ça que vous voulez me dire. Il n'y a pas tellement de repères. C'est juste après, vous avez le Scorpion, vous avez après le Sagittaire et c'est la zone après le Capricorne, quoi. Donc c'est pas beaucoup de choses. Il y a une étoile quand même qui est l'étoile de repère en fait que moi je prends en général, c'est Fomalhaut là. Et par contre, on a une chance, c'est que ça va être à côté de quelque chose, enfin pas très loin. Ça va être en fait à côté d'une nébuleuse qui est une nébuleuse qui a la taille de la pleine lune, qui s'appelle NGC 7293, qui a la nébuleuse Helix. Donc vous n'êtes pas très loin d'Helix, donc ça va être l'occasion aux jumelles d'essayer de regarder Helix. Alors là aussi il faut un très beau ciel, sinon c'est un peu du gris sur du gris. En tout cas pour retrouver donc cet astéroïde, la meilleure solution en fait c'est de prendre la paire de jumelles, de repérer Saturne. Donc une fois que vous avez Saturne et que vous avez Fomalhaut, donc vous visez en fait aux jumelles entre ces 2 étoiles, et si vous partez un petit peu sur la gauche,
vous allez tomber sur à la fois donc la nébuleuse Helix, et au-dessus vous aurez donc ce petit point qui est Vesta. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que Vesta se déplace très rapidement, c'est-à-dire qu'il fait 15 minutes d'arc, c'est-à-dire qu'une demi-pleine lune en 24 heures, quoi. Donc ça va aller très rapidement. Vous pouvez commencer à l'observer le 16, et le 16, dès le 16, donc quelques jours avant, donc 5 jours avant le 23, un peu plus même, à ce moment-là, en fait, l'astéroïde est juste à côté d'Helix. Donc ça va être votre point de repère pour le repérer tous les soirs. C'est peut-être encore plus joli le 16, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire gentiment. Gentiment, donc je n'avais pas choisi la bonne date. Mais le 23, c'est l'opposition. Non, c'est-à-dire que le truc, c'est que le 23, c'est l'opposition, et surtout que le 16, on est proche de la pleine lune. Ah oui, donc vous aviez quand même carrément raison. Tout n'est pas parfait. Mais il faut le essayer 16. avant. Voilà. Très bien, donc en tout cas, essayez le 16, puis le 23. Essayez d'observer Vesta, qui est donc le deuxième plus grand astéroïde de la ceinture entre Mars et Jupiter. On passe au 26. Le 26, une autre jolie observation à faire à l'œil nu. Le lever simultané de Vénus et de la Lune qui présentera une jolie forme de barque. Alors Sébastien, pourquoi la Lune est-elle si couchée ? Alors avant de parler de sa façon d'être présente dans le ciel, l'observation va être délicate quand même, parce qu'on est la veille de la nouvelle Lune. Le croissant sera extrêmement fin, visible dans les lueurs du jour naissant. Et donc, si on arrive à débusquer la Lune, effectivement, on verra un joli croissant en forme de barque. Donc, ça veut dire que si on imagine la Lune proche de l'horizon, eh bien, on peut l'imaginer comme ça, voguant sur un océan. Il faut savoir que la position de barque est encore plus significative dans les zones tropicales. Vous savez que la Lune suit à peu près l'écliptique, à quelques degrés près, et en fait à nos latitudes au maximum l'écliptique est incliné de 70 degrés, et donc en fonction de l'époque de l'année l'écliptique est plus ou moins incliné sur l'horizon, notamment quand la lune se lève, et donc il y a des périodes où effectivement elle peut présenter ses cornes vraiment de façon perpendiculaire à l'horizon, et donc présenter ce côté de barque. Je le dis, c'est encore plus magique finalement sous les tropiques, dans les zones équatoriales, ce qui revient au même, où là-bas l'écliptique peut être à 90 degrés sur l'horizon, et là on a vraiment la barque parfaite qui peut se lever ou se coucher sur l'océan. Donc une observation très intéressante à réaliser en bord de mer, du côté du Cotentin, pourquoi pas, du côté de Cherbourg, il y a la mer, et donc vous allez voir cette jolie barque lunaire avec Vénus, mais voilà, c'est pour les lève-tôt, et il faut espérer que le ciel soit extrêmement limpide. Il faut un très très beau ciel, d'accord. Donc une observation pour une troisième étoile, alors peut-être de la phare. C'est l'heure de la chronique photo. Cyril, vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une astrophoto en partageant vos astuces et parfois même en partageant vos secrets, il faut bien le dire. Ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique ? Eh bien, le Sagittaire. C'est une petite photo dans le Sagittaire, en fait. Je me dis que c'est l'occasion. En plus, c'est assez bluffant parce que dans le Sagittaire, déjà, si vous sortez pas l'appareil photo, mais juste une paire de jumelles, vous avez pas mal de choses à découvrir. Donc le Sagittaire, il a une forme de théière, on a l'habitude de dire, avec le chapeau de la théière, le bec verseur, et puis 4 étoiles qui forment le récipient, et puis l'anse de la théière. Donc le bec verseur étant tourné vers le Scorpion. Il se déverse surtout dans la Voie lactée. Donc si vous partez du sommet du Sagittaire, en fait du sommet de la théière, si vous remontez un petit peu, vous allez avoir en fait juste au-dessus un premier amas qui est un amas globulaire qui est M22, donc qu'on voit bien dans une paire de jumelles. Si vous partez à partir de cet amas globulaire un petit peu sur la droite en restant sur le même niveau là, sachant que au mois d'août, en gros dès la tombée de la nuit, vous l'avez plein sud, hein, c'est assez facile à repérer. Donc là, alors, à ce moment-là, vous allez tomber sur la nébuleuse du Lagon. Vous allez avoir juste au-dessus Trifide. Donc là aussi, ça va vous faire 2 nébuleuses avec des petits amas ouverts juste devant. Donc vous allez voir ces étoiles. Alors c'est pas comme sur les photos, hein. Vous voyez pas des couleurs, du bleu, la tête du chat, etc. Là, ça reste très diffus. Mais avec cette paire de jumelles, vous arrivez à vous promener, ou le chercheur de l'instrument, assez facilement et découvrir tous les objets en fait. Objets célestes quasiment dans la même zone, donc c'est assez amusant. Et si vous remontez encore vers Altaïr, donc vous allez tomber sur Oméga. Ça ressemble, alors moi j'ai l'impression de voir un signe à l'envers, mais vous allez retrouver encore une autre
une autre nébulosité. Donc là, on est vers le centre de la galaxie, dans cette Voie lactée, donc une densité des nuages de gaz, etc., très importante. Donc c'est amusant aussi à prendre en photo. Donc prendre en photo, en fait, ça veut dire un trépied, l'appareil que vous avez, c'est-à-dire que si c'est un smartphone, ça doit à peu près marcher aussi si c'est la dernière génération, forcément. Si c'est un ancien, c'est même pas la peine d'essayer. Donc il faut que tout soit installé sur le pied photo. Il faut un système de retardateur ou l'enclencher ou une télécommande pour éviter tout bouger lié au fait d'appuyer sur le bouton pour déclencher. Et il va vous falloir poser une quinzaine de secondes en direction du Sagittaire, surtout en montant au maximum la sensibilité. C'est-à-dire que si vous arrivez à une sensibilité de 2000 ISO ou 2500 ISO, c'est pas mal. En faisant une quinzaine de secondes. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que si vous avez juste fait la photo comme ça à l'arrache, il faudra quand même la mettre sur l'ordinateur, prendre un logiciel de traitement d'image et jouer un petit peu sur les curseurs. En fait, je vous propose juste 3 curseurs. Le curseur de colorimétrie, c'est-à-dire que la couleur globale de l'image, sachant que vous avez fait une photo en RAW pour avoir l'image brute. Donc là, vous allez pouvoir, en règle générale, si vous prenez dans la lumière classique, parce que nos appareils sont toujours en automatique en général, donc là, vous allez avoir un truc un peu marron, lavasse, pas terrible. Vous allez pouvoir le remettre en noir ou un petit peu en bleuté, ce ciel, donc ce fond de ciel. Et puis après, vous avez 3 curseurs, où vous allez en fait tout ce qui correspond au blanc, vous allez le pousser au maximum, et tout ce qui correspond au noir, vous allez le diminuer pour réaugmenter le contraste. Et à ce moment-là, vous allez voir une Voie lactée et puis la constellation apparaître, et vous verrez apparaître les petits objets. Sachant que vous prenez une focale de entre 35 et 70 mm, ce qu'on a sur nos appareils d'office. Voilà. Eh bien, écoutez, ça a l'air relativement simple à faire. En tout cas, j'ai peut-être pas tout dit. Vous n'avez peut-être pas tout dit, c'est ça exactement, c'est ce que je me disais. Écoutez, chers auditeurs, si vous réussissez une très belle photo du Sagittaire cet été, envoyez-la nous à l'adresse abonné@cielespace.fr. Jean-Luc Dauvergne la recevra et peut-être qu'il décidera de la publier dans le numéro de Ciel et Espace. La fin de cette émission approche. Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur du mois. Je répète, ça peut être un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un instrument. Vous avez le choix. Quel est votre coup de cœur, Sébastien ? Alors ce mois-ci, je vais vous parler d'un livre, un livre pour enfants. Cyril m'en avait donné l'envie le mois dernier, et donc c'est le livre Copains du ciel qui est très connu. C'est un livre qui est régulièrement réédité. La première édition date de 1999 et à chaque fois l'ouvrage est augmenté, ajusté, embelli, et donc Copains du ciel, c'est vraiment le livre de référence pour s'initier à l'astronomie quand on a entre 8 et 12 ans, mais c'est un livre qui peut vous accompagner au-delà de 12 ans, puisqu'il y a plusieurs niveaux de lecture, plusieurs entrées, par l'observation pratique, par le côté un peu aussi encyclopédique. Et donc, c'est un livre qui traite des choses du ciel et de l'espace. Et régulièrement, toutes les 5-6 pages, vous avez même des expériences qui sont proposées. Soit les enfants les réalisent eux-mêmes ou avec leurs parents. Il y a des idées aussi d'observation et de sorties nocturnes. Et c'est vraiment un super guide. Et moi, pour l'avoir testé avec pas mal d'enfants, que ce soit dans des écoles ou même avec mes propres enfants, c'est vraiment un bouquin qui marche bien. Il est extrêmement coloré et c'est un livre vers lequel les enfants et les plus grands aiment retourner. Et en fait, c'est toute une collection. Donc c'est édité chez Milan, j'ai failli dire une bêtise, chez Milan, et donc il y a toute une série de copains. Alors il y a copains du ciel, c'est pour nous, mais il y a copains du foot, copains les bateaux, les animaux, les insectes, les sciences, les geeks aussi, vous êtes toujours geeks. Alors je sais pas, il y en a un, c'est copains des chats, bon, peut-être qu'il y a des gens qui aiment les chatons, donc c'est peut-être celui à éviter, mais il y a toute une collection de livres assez intéressants, et donc copains du ciel, c'est vraiment quelque chose à offrir. Pour les plus jeunes, ça coûte une quinzaine d'euros, et je pense que dans la bibliothèque des enfants, parce que les enfants aiment encore les livres, eh bien c'est clairement un indispensable. Voilà. Et plus tard, ils pourront être abonnés à Ciel Espace. Exactement, c'est un classique, Copains du ciel. Cyril, quel est votre coup de cœur ? Eh bien, c'est le planétarium de Strasbourg.
Enfin, c'est un tout en réalité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le Jardin des Sciences, il y a l'Observatoire de Strasbourg, qui est un vieil observatoire historique, créé en 1880. Et puis, il y a un futur planétarium. Et il se trouve que je reviens de Strasbourg et j'ai eu la chance de visiter le futur planétarium, qui ouvrira dans un petit peu plus d'1 an, qui sera l'entrée en fait au musée, au Jardin des Sciences. C'est-à-dire que de cette entrée, vous pourrez aller sur les différents sites. Et quand on arrive dans cet espace, c'est assez magnifique. C'est-à-dire que vous êtes sur les abords de Strasbourg, de la vieille ville. Donc on y va quasiment à pied depuis la gare. Là. Vous êtes en plein milieu de l'université de Strasbourg et vous avez en fait une sorte de cône tronqué qui est le planétarium avec une entrée, une sorte de satellite à côté. Donc là, c'était un véritable chantier. On a eu la chance de visiter ce chantier. Donc vous arrivez dans un hall. Vous arrivez dans un hall et vous avez en fait un puits de lumière qui symbolise la méridienne. Donc c'est très lumineux. Et de là, vous pouvez partir sur différentes activités. Ça va être un planétarium de 15 mètres de diamètre, il est suspendu, c'est une coupole suspendue, ça sera comme à la Cité des Sciences et de l'Industrie du 8K, donc une très haute résolution. Le planétarium est très incliné, c'est assez intéressant, donc on va avoir l'impression d'être dans l'image, donc c'est une sensation très agréable, un côté un petit peu géode, côté IMAX là. Et puis à côté de ce futur site, en fait, vous avez la partie historique. J'ai eu aussi la chance de visiter. Vous avez 7 observatoires, une coupole de 9 mètres, la 3e lunette plus grande de France. Donc vous avez bien sûr celle de Meudon. Et la 2e, David, c'est laquelle ? C'est à Nice. C'est à Nice, effectivement. Vous pensiez me piéger là-dessus, mais enfin, Cyril. J'avais peu de chance, je crois. Donc celle de Strasbourg, c'est 48,7 cm et 7 mètres de focale. C'est assez impressionnant. Vous avez le siège de l'astronome qui se promène sur un rail tout autour. Et en fait, c'était surtout de l'astronomie de position. Et c'est toujours d'ailleurs, il y a plusieurs labos qui sont dans cet observatoire. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est la collaboration qu'il y a entre les chercheurs et à la fois les amateurs et les animateurs d'astronomie de ce futur planétarium, puisqu'en fait, ils sont en train de mettre en place une interface pour que les données scientifiques, donc les nuages de points, en quelque sorte, qui sont calculés par l'observatoire, soient directement visualisés pour le public en temps réel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, comme c'est des spécialistes de galaxies, entre autres, vous allez pouvoir vous promener autour des galaxies. Donc, on a eu une démonstration qui est complètement bluffante. Donc je vous invite, c'est la nuit des étoiles, il va y avoir plein d'activités un petit peu partout en France et entre autres à Strasbourg, d'aller visiter cet observatoire, ce Jardin des Sciences et l'ancien planétarium pour le moment. Très bien, merci beaucoup. Donc, si vous êtes à Strasbourg, notez bien cet observatoire, ce Jardin des Sciences, et donc dans 1 an, l'ouverture de ce planétarium. Je vais aussi, moi, ajouter un coup de cœur, puisque j'y ai pris goût le mois dernier, le mois de juillet. Donc, en août, évidemment, vous l'avez dit, c'est la nuit des étoiles. Donc, je rappelle les dates pour cette année, 5, 6, 7 août. Et en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous le 7 août à 21h au Festival d'astronomie de Florence, où sera remis le prix Ciel et Espace du livre d'astronomie. Qui est remis, je vous le rappelle, cette année à David Elbaz pour la plus belle ruse de la lumière. Voilà, je vous donnerai rendez-vous à Florence pour les gens qui seront dans le sud-ouest, et puis sinon à Strasbourg, et puis sinon à Paris. Il y a des tas de choses qui se font autour de l'astronomie au mois d'août. Également dans la Hague, du côté de Cherbourg. Exactement, et bien sûr, vous faites bien tout le mois. Et la nuit des étoiles, c'est tout le mois. Voilà, c'est même juillet. Ah oui, c'est un mois des étoiles, très bien. Alors écoutez, exactement. Donc allez aussi évidemment du côté de l'Udiver, où on l'a compris, il y a la mer, il y a le soleil, et surtout il y a Sébastien Fontaine. Oh, c'est adorable. C'est beau. C'est le mot de la fin pour ces éphémérides. Ça rattrape le mois d'avant. C'est le mot de la fin pour ces éphémérides. Donc merci Sébastien Fontaine, merci Cyril Birnbaum pour vos précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique comme chaque mois. Cette émission était présentée par David Fossé. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre et d'ici là, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à Ciel et Espace. Précipitez-vous en tout cas sur notre numéro en kiosque qui est consacré aux meilleurs coins pour observer le ciel en France. Bonnes observations et à très bientôt.